bienvenue à tous dans ce podcast sous l'égide de la CPME Paris et en soutien des chefs d'entreprise. Je suis Marie-Hélène Barrette, dirigeante d'Opus et Verso, une société qui permet aux entreprises de répondre à leurs obligations en termes de prévention santé. Je vais avoir le grand plaisir d'échanger avec Marie-Agnès Delusnay, avocate en droit social au sein du cabinet FBL Avocat, présent à Paris et Lyon. Bonjour Marie-Agnès. Bonjour Marie-Hélène, merci de votre accueil. Aujourd'hui, on va parler de documents et dispositifs qui peuvent sembler purement administratifs, mais qui en réalité sont de véritables boucliers pour l'employeur. Décisions unilatérales, règlements intérieurs, chartes ou encore entretien professionnel. Chacun a un rôle clé et on va voir avec Marie-Agnès Delusnay comment ces outils protègent l'entreprise et pourquoi il est essentiel de bien les mettre en place. Commençons donc par la décision unilatérale de l'employeur en matière de protection sociale. Alors Marie-Agnès, de quoi s'agit-il concrètement et en quoi est-ce un outil protecteur? Eh bien, c'est un acte par lequel l'employeur instaure un avantage de protection sociale sans négociation préalable. Ces actes concernent les régimes de remboursement de frais de santé ou de prévoyance. Tout employeur d'au moins un salarié doit en principe lui proposer une mutuelle, qu'il soit cadre ou non cadre. Et si le salarié est cadre, un régime de prévoyance doit aussi être envisagé. Donc, la décision unilatérale vient compléter le contrat d'assurance, elle encadre les conditions de mise en place et permet l'application d'exonérations sociales à la contribution employeur au financement du régime. Si l'entreprise n'a pas de décision unilatérale sur laquelle repose le régime, c'est-à-dire la mutuelle ou la prévoyance, elle risque d'être redressée en cas de contrôle URSSAF. Donc, c'est très important de pouvoir justifier de ce type de document. Effectivement, on comprend bien en quoi c'est un outil juridique protecteur pour l'entreprise. Mais ce n'est pas le seul document qui joue ce rôle. Il y en a un autre incontournable dès qu'une entreprise atteint les 50 salariés, le règlement intérieur. Alors à quoi sert-il ce document intérieur? Eh bien, il fixe les règles de discipline, d'hygiène, de sécurité et les droits et obligations des salariés dans l'entreprise dans ces domaines. Si l'entreprise remplit certaines conditions d'effectif, effectivement, il est obligatoire. Et si l'employeur ne l'a pas mis en place, il ne pourra pas prendre de sanctions autres qu'un licenciement. Autrement dit, les autres sanctions qu'il prendrait encourraient la nullité. C'est donc un document qui encadre les sanctions. En quoi est-ce un bouclier pour l'employeur? C'est une preuve en cas de contentieux, à condition de l'avoir mis en place dans les règles, et ça permet de compléter aussi les obligations du salarié qui ne sont pas toutes mentionnées, bien évidemment, dans le contrat de travail. C'est en quelque sorte le GPS juridique de l'entreprise sur le plan disciplinaire. Alors en résumé, le règlement intérieur fixe le cadre disciplinaire et sécurise l'employeur. Mais aujourd'hui, avec l'évolution des modes de travail, notamment l'omniprésence du numérique, une autre question émerge, celle de la déconnexion. Alors, une charte de déconnexion, est-ce que c'est obligatoire? Eh bien, pas toujours. Elle est obligatoire si l'entreprise atteint un effectif seuil et doit entamer des négociations annuelles. Elle s'impose aussi lorsque l'entreprise emploie des salariés soumis à une durée du travail particulière, selon une convention de forfait annuel en jours. Mais quoi qu'il en soit, elle reste fortement recommandée, surtout dans les entreprises où le télétravail est répandu. Et pour l'employeur, quel est l'intérêt? Eh bien, la charte vient encadrer les temps de repos et elle permet de contenir un contentieux en heures supplémentaires. Elle montre que l'entreprise respecte le droit à la vie privée et ses obligations vis-à-vis des salariés soumis à une durée du travail selon un forfait annuel en jours. Alors finalement, la charte de déconnexion montre bien que le numérique et les nouvelles pratiques de travail bouleversent les repères. Dans le même esprit, un autre document prend de plus en plus de place dans les entreprises, la charte de télétravail. Alors comment mettre en place une charte du télétravail? Bien, cette charte peut être rédigée unilatéralement par l'employeur, elle n'a pas à être négociée, elle n'est pas obligatoire, mais elle est fortement recommandée car elle permet à l'employeur de fixer un cadre clair. Et ça le protège comment? Eh bien, la charte va définir les conditions du télétravail, les outils, la réversibilité et en cas de litige, elle servira de référence. Donc ces chartes posent des cadres, mais il ne faut pas oublier qu'au-delà des règles collectives, il y a aussi un suivi individuel essentiel pour chaque salarié. C'est là qu'interviennent les entretiens professionnels. Mais n'est-ce pas avant tout une formalité RH, ces entretiens? Non, c'est une obligation légale tous les 2 ans pour parler évolution, formation et parcours professionnel. Ce n'est pas un entretien d'évaluation des performances, ce sont 2 choses bien différentes. Et quel est l'intérêt juridique pour l'employeur? Eh bien, l'entretien professionnel montre que l'employeur respecte ses obligations, qu'il anticipe les besoins en compétences et surtout, il permet d'éviter les sanctions en cas de contrôle.
la sanction étant particulièrement lourde pour les entreprises à partir d'un certain seuil d'effectifs. Et c'est aussi un outil de fidélisation. Donc, pour éviter les faux pas, il faut avoir une trame juridiquement fiable et la suivre. Donc on le voit, ces outils ne sont pas seulement des obligations légales, ils permettent aussi de sécuriser l'entreprise, d'anticiper les risques et de créer un cadre clair pour les salariés. En résumé, mieux vaut investir un peu de temps en amont pour les mettre en place correctement, plutôt que de se retrouver exposé en cas de contrôle ou de litige. Absolument. Et pour celles et ceux qui se demandent comment les rédiger sans jargon inutile, je vous accompagnerai bien volontiers dans leur élaboration. Le droit du travail bien maîtrisé reste un allié stratégique. Eh bien, un grand merci Marie-Agnès de Lucenay et à très vite pour de nouveaux conseils. Merci Marie-Hélène, à bientôt.